Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour Free Lunch, votre podcast de manière ultra giga-libérale. Et je vous retrouve aujourd'hui pour parler enfin de l'élection américaine. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans le passé avec Fergan. Mais maintenant qu'on a un peu les différents candidats qui ont été établis, qu'on a commencé à rentrer vraiment dans le dur de la campagne électorale, et qu'on a plus d'informations sur leur programme, etc. Je pensais que ce serait intéressant de revenir justement sur tous ces effets, ces éléments de campagne, ces éléments de programme, etc. Euh, Comme je l'ai mentionné dans mon précédent épisode, Fergan a quelques petits soucis techniques, donc j'en profite un peu pour revenir sur ces détails-là, malheureusement. Donc vous n'entendrez que moi parler de ce sujet de l'élection américaine. Désolé par avance. Et donc ce sera structuré en plusieurs épisodes. Chacun sera consacré à chacun des principaux candidats. Et aujourd'hui, on va vous parler de Donald Trump. Et donc, Donald Trump, c'est un peu la surprise médiatique de cette élection, dans le sens où euh, c'est un personnage qui n'était pas vraiment connu dans la politique en tant que tel. C'est un personnage qui a fait de la télé-réalité, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde des affaires, c'est quelqu'un qui s'est construit un peu son empire, avec notamment tout ce qui est construction immobilière, etc., etc. Et surtout, c'est quelqu'un qui historiquement était plutôt affilié avec les démocrates. Donc c'est pour ça que c'était un peu vraiment la surprise de cette élection. On ne s'attendait pas du tout à avoir un Donald Trump surgir comme ça. On ne s'attendait surtout pas à avoir un Donald Trump qui ait un tel succès et qui s'en sorte au final dans cette élection et qui arrive à marquer des points et à gagner la primaire républicaine. Ça aussi, c'était vraiment la surprise. J'ai fait d'ailleurs partie de ceux qui ont parié sur comment dire, euh, sur la défaite de Donald Trump lors de la primaire. Et donc, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui à la base était plutôt affilié avec les démocrates. C'est quelqu'un qui a été pendant très longtemps un contributeur financier aux précédentes campagnes des différents candidats démocrates. On a par exemple toute une série de photos où on voit Donald Trump au mariage de la fille Clinton. C'est quelqu'un qui... On a des interviews passées de lui où il vante les mérites d'Hillary Clinton et il espère il pense que ce sera une très bonne candidate démocrate. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été un peu dans les circuits démocrates. Et c'est aussi cela, dans ce sens où c'était aussi une surprise politique au-delà de la surprise médiatique. C'est pour ça qu'on attendait absolument à le voir représenter le Parti républicain. Et c'est quelqu'un qui il a vraiment enfoncé les portes du Parti républicain et on peut clairement dire aujourd'hui qu'il y a un avant Donald Trump et il y a un après Donald Trump. Le paysage du Parti républicain est irrémédiablement changé. C'est quelqu'un qui a complètement changé. Il a changé le focus en termes d'idées. De quoi est-ce que les républicains parlent et comment est-ce que quelles sont, on va dire, leurs priorités, etc. Et c'est quelqu'un, pour comprendre Donald Trump, c'est quelqu'un qui a été résumé, si vous regardez un peu ses principaux défenseurs, c'est quelqu'un qui a été résumé comme étant préoccupé par trois points en particulier. Le premier étant un message anti-politiquement correct. Il est contre l'espèce de gauche politiquement correcte, qui est un phénomène qui est peut-être pas forcément facile à saisir quand on est français, parce que ce qui se passe aux États-Unis médiatiquement est assez différent de ce qui se passe par rapport à chez nous, où la gauche est... le paysage de la gauche sur les questions de racisme et de féminisme, etc., est radicalement différent de ce qu'on a en France. C'est beaucoup plus dans les médias, c'est beaucoup plus présent dans les médias. Et donc, c'est le premier point. Son deuxième point, il a un message qui est clairement anti-immigré, notamment l'immigration mexicaine, qui est anti-immigration musulmane, anti-immigration arabe, marginalement anti-immigration française. Donc, bon, oups. Et enfin, son dernier point, c'est une opposition au libre-échange, où il est en train de critiquer le libre-échange par rapport à la Chine, par rapport au Mexique, etc., etc. Mais c'est vrai que sur le reste, sur les autres points, quand on a un peu vu ces trois points, ces trois points principaux, c'est relativement creux entre guillemets. C'est-à-dire que un des reproches qui est fait à Donald Trump, c'est qu'en dehors de cette idée de construire un mur, il n'y a pas grand chose en termes de contenu.
Et c'est assez difficile d'avoir Donald Trump à parler sur des points précis de son programme. Quelle est sa position exacte sur l'avortement? Il a dit tout et son contraire, il n'est jamais trop entré dans les détails. Quelle est sa position sur la santé, par exemple, qui est un gros sujet de débat aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il a dit sur la santé? Eh bien, il a un peu dit qu'on allait s'occuper des gens, mais bon, c'était pas vraiment clair. Et on peut étendre cette critique à pratiquement tous les sujets. C'est-à-dire que quand on regarde aussi en termes de défense ou quoi que ce soit, il a un peu dit tout et son contraire. C'est quelqu'un qui est à la fois très isolationniste, pardon, mais en même temps, il veut aller en guerre avec pratiquement tous les pays arabes. Donc on sait pas trop où est-ce qu'il se positionne. Euh, et comme je disais, en fait, son programme, sa plateforme, elle peut vraiment être résumée en 3 points. Donc je vais un peu aller plus en détail dans chacun de ces 3 points. Donc le premier, c'est son opposition, c'est son attitude à une attitude très anti-politiquement correcte, où il va dire des choses qui sont absolument que n'importe quel autre candidat n'aurait jamais dit. Enfin, quand on voit un peu ce qu'il dit sur les Mexicains, où il traite les Mexicains de violeurs et de voleurs, et etc. Quand il va dire que il faut interdire l'immigration musulmane aux États-Unis, euh, quand il va être disons-le clairement sexiste sur certains de ses commentaires. Et c'est une distinction qui est peut-être pas tout à fait claire dans son esprit, je pense, c'est que c'est être contre le politiquement correct. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi critiquer un peu cette espèce de mouvement politiquement correct aux États-Unis. Ou si vous êtes sur un campus universitaire américain, pour vous donner un peu le contexte, et que vous demandez à un étudiant, ouais, d'où est-ce que tu viens, c'est considéré comme étant une insulte raciste. Enfin bon, c'est quand même assez dingue ce qui se passe là-bas. Donc il y a un problème dans le sens où, oui, la gauche américaine est allée beaucoup trop loin en termes de politiquement correct. La gauche radicale américaine, très certainement que la gauche modérée américaine a un peu laissé faire et un peu quand même acquiescé dans le fond. Mais ne s'y est pas opposé, que la droite américaine a essayé un peu de critiquer, mais en même temps a un peu marché dedans. Et donc, il y a aujourd'hui un vrai problème en termes d'attaque sur la liberté d'expression, notamment aux États-Unis, de vraies menaces sur la liberté d'expression. Il se pose comme étant un peu le défenseur de la liberté d'expression et euh, le chevalier contre le politiquement correct de la gauche radicale américaine. Mais au final, c'est un peu un côté, parce que être contre le politiquement correct, ça ne veut pas dire... ça ne signifie pas raconter absolument n'importe quoi, ça ne signifie pas insulter tout le monde, et ça ne signifie pas être quelqu'un de, ce n'est pas non plus la même chose que son discours qui est d'insulter les gens n'importe comment et d'être extrêmement malpoli et d'être. Il y a quand même une distinction entre les deux. On peut être politiquement incorrect et dire des choses, même sur des choses qui sont politiquement difficiles des idées qui sont politiquement difficiles à défendre, c'est une chose. Mais insulter une présentatrice télé en disant non mais de toute façon vous me parlez comme ça parce que vous avez probablement vous un gnagnas, ce qui était un peu le sous-entendu, ou en train de sous-entendre devant la télévision que il en avait une grosse. Bon, c'est pas être anti-politiquement correct, c'est juste être idiot à ce stade. Et c'est peut-être une distinction qui est pas forcément claire dans son esprit, qui est peut-être pas forcément claire dans l'esprit de la droite américaine. Et même moi qui me considère comme étant très opposé à ce mouvement politiquement correct, ça ne me fait pas être en accord avec Trump là-dessus. Oui, je rigole de le voir enfoncer, de foncer la tête la première contre la gauche politiquement correcte et de voir un peu les réactions de la gauche américaine face à Donald Trump, ou à les entendre parler, Trump est un nazi. Enfin bon, c'est quand même assez drôle, et je veux pas mentir, j'ai quand même un certain plaisir à les voir réagir de cette façon, mais je pense qu'il se trompe assez là-dessus. Un deuxième point sur lequel je pense qu'il se trompe, et bon, si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez très certainement, c'est sa position sur l'immigration, où à l'entendre parler, les immigrés viennent ici pour voler nos travail, ce sont tous des violeurs et des violeurs mexicains qui vont installer des camions de tacos à emporter à tous les coins de rue. J'exagère à peine, c'est vraiment, je condense un peu, d'accord, je prends les morceaux qui m'arrangent, mais rien de ce que je dis ici n'est inventé. Ce sont vraiment des choses qu'il a dit publiquement, il voulait pas qu'il y ait des camions de tacos à emporter à tous les coins de rue, que les Mexicains sont des violeurs, et une position clairement anti-immigration, qui est dommageable à
à plusieurs points. Déjà, bon, l'argument économique sur l'immigration, je ne vais pas revenir là-dedans parce que bon, c'est un podcast à lui tout seul, quelque chose que j'ai abordé encore et encore et encore. Les immigrés ne volent pas les emplois, d'accord? Les emplois, c'est pas, contrairement à ce que la gauche et la droite de concert vous disent, l'emploi, c'est pas un gâteau dont la taille est figée et dont si quelqu'un prend une part, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir cette part. Ça fonctionne pas comme ça, le marché du travail, c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc quand vous avez des gens qui entrent dans un marché du travail, oui, ils vont prendre un emploi, mais ils vont en créer d'autres. C'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus complexe. Donc non, les Mexicains ne volent pas les emplois des natifs américains. C'est une idée fausse. Déjà qu'il faut bien se mettre dans le crâne. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, s'ils s'opposent à l'immigration, l'impact, donc il va y avoir un impact économique. Et son idée de construire un mur, enfin bon, je comprends que si vous vous adressez à un électorat qui n'est pas très au fait des réalités économiques et politiques et concrètes de ce monde, l'idée du mur c'est bien parce que c'est visuel. On voit le mur, on voit l'espèce de gros truc qui se pose entre Mexique et États-Unis. Il y a un gros mur en briques ou je ne sais quoi, je sais pas en quel matériau il veut le faire. Il veut que ce soit Mexique qui paye en plus pour ça. Enfin bon, le délire à la Trump. Et je veux dire, sans parler même de la taille, enfin, pour ceux qui connaissent un peu la géographie américaine, la frontière avec le Mexique est quand même assez grosse. C'est pas un petit projet. On n'est pas en train de dire qu'on va envoyer quelqu'un sur la Lune, on est en train de parler de quelque chose d'assez conséquent. C'est juste irréaliste. Euh, Ça va avoir un impact négatif sur l'économie américaine parce que tous ces travailleurs mexicains, on les retrouve dans les champs, on les retrouve dans les projets de construction. C'est pas des boulots que les Américains veulent faire parce que les Américains ils sont tous aujourd'hui en train d'étudier. Ils veulent plus faire des travaux manuels. Et ce qui est, oui, il y a un problème aujourd'hui marginalement avec l'immigration, notamment parce que comme l'immigration a été poussée vers les canaux illégaux, oui, il y a des problèmes de gangs, il y a des problèmes de drogue, on peut en parler, mais tout ça, c'est le résultat de la prohibition. Vous avez une prohibition sur l'immigration, qu'est-ce qui se passe? Ça alimente l'immigration illégale, ça alimente les gangs. Vous avez une prohibition sur les drogues, ça alimente les gangs, etc., comme n'importe quelle prohibition, c'est pas nouveau. Et donc, oui, il y a un problème avec l'immigration, dans le sens où il faut régler le problème que quelqu'un qui arrive sur le sol américain pour travailler, qui n'a pas de casier, qui veut juste bosser, il n'a pas de moyens légaux pour le faire, à moins que ce soit un ingénieur avec un diplôme américain qui soit sponsorisé par une entreprise, etc., etc. C'est extrêmement difficile. Et donc on peut parler de ce problème. On peut avoir une discussion sérieuse sur le problème de ce marginal d'immigration illégale. Mais ce n'est pas la réalité de la majeure partie de l'immigration mexicaine. Ce sont des gens qui respectent la loi, ce sont des gens qui veulent travailler tout simplement, et c'est tout, ils ne demandent rien d'autre. Et on leur laisse pas cette possibilité. Et comme vous le savez très certainement, la situation au Mexique est pas vraiment top. C'est vrai que pour beaucoup de ces gens-là, au final, prendre les risques absolument énormes que ça implique de traverser la frontière, ça reste quand même une meilleure option. Donc, essayons d'avoir une discussion sérieuse sur l'immigration, mais bon, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui avec Donald Trump. Et enfin, il a une position catégorique anti-libre-échange. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous renvoie un peu à tout ce que j'ai pu écrire et, sur mon blog ou ce que j'ai pu faire en termes de vidéos et de podcasts sur comment fonctionne le libre-échange, sur les dynamiques de commerce international. Mais il reste vraiment sur l'idée que s'il y a un déficit commercial entre deux pays, s'il y a un déficit commercial entre les États-Unis et le Mexique, ça veut forcément dire que c'est de l'argent qu'on envoie avec une pelle. Faut visualiser une pelle par-dessus le mur. Et on envoie de l'argent comme ça avec des billets qui volent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il y a un déficit commercial entre les États-Unis et le Mexique, ça veut dire que le Mexique envoie plus de biens en échange de plus de cash. Mais c'est pas juste les États-Unis qui balancent du cash comme ça par-dessus la frontière. Il y a une transaction qui se fait en route. Pareil avec la Chine. Oui, il y a du cash qui va vers la Chine. C'est la notion même de déficit commercial. Mais en échange, la Chine nous envoie des trucs. Vous croyez que les iPhones, ils viennent d'où? Ils apparaissent du sol? Non. Et donc c'est ça, le déficit commercial. Le déficit, c'est-à-dire qu'on importe des objets et des services. Mais c'est pas rien. Cet argent, il n'est pas juste brûlé. D'accord? Et en plus, je veux même pas rentrer dans le fait que l'argent il revient sous forme de comment dire, les Chinois ils s'endorment pas sur des sacs de billets, d'accord? Donc après c'est converti en monnaie locale, etc. Donc l'argent il revient. Donc cette idée que un déficit commercial c'est quelque chose qu'il faut régler, non.
un déficit commercial, et je vais citer Jean-Marc Denel là-dessus, il explique 1000 fois mieux que moi. La balance commerciale, c'est une notation comptable, d'accord, et c'est la traduction de la préférence globale, d'accord, d'une société entre la consommation et l'épargne. Un pays dans lequel vous avez une balance commerciale excédentaire. Prenez l'Allemagne par exemple. C'est un pays qui favorise l'épargne au profit de la consommation. Prenez un pays dans lequel vous avez une balance commerciale déficitaire, les États-Unis. C'est un pays qui préfère la consommation au profit de l'épargne. C'est pas bien, c'est pas mal en soi. On va pas faire de jugement de valeur là-dessus. C'est l'expression collective de ce que la population fait. D'accord? C'est tout. Ni plus, ni moins. Dans un monde où vous avez des monnaies qui fluctuent, c'est pas un problème. Parce que si vous avez une balance qui est trop d'un côté ou de l'autre, trop déficitaire ou trop positive trop bénéficiaire pendant un certain temps, vous avez après des fluctuations de monnaie qui font que ça se corrige. Alors oui, on peut rentrer dans le fait que les monnaies sont manipulées par les banques centrales, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais dans un monde où vous avez des monnaies qui fluctuent, c'est pas un problème. Ça se rééquilibre. Et au bout d'un moment, du coup, les investissements reviennent dans un sens ou l'autre. C'est un faux problème. Ça ne détruit pas des emplois. Ça détruit à très court terme, mais de la même façon que les tracteurs ont détruit les emplois agricoles. D'accord, la vraie question, si vous voulez être sérieux sur l'action du libre-échange et sur les fameux entre guillemets, je mets vraiment plein de guillemets là-dessus, les emplois qui ont été détruits par le libre-échange, parlons de pourquoi est-ce que la population américaine aujourd'hui n'arrive pas, tous ces emplois qui ont été détruits, encore une fois avec 36 000 guillemets, n'ont pas pu être reconvertis. Pourquoi est-ce que ces gens sont restés au chômage alors que dans les précédentes vagues d'innovation, ces gens ont pu retrouver des emplois dans des nouveaux secteurs? C'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème de code du travail? Est-ce que c'est un problème de volonté? Est-ce que c'est un problème de culture? C'est un problème de quoi? D'investissement? C'est une vraie question, parlons-en, mais juste dire, on va mettre un mur, pas d'immigrés, pas d'échange. Non, ça va appauvrir la population, c'est tout ce que ça va faire. Et je voulais prendre un peu de temps aussi pour parler du slogan, le fameux slogan réactionnaire, parce que c'est Make America Great Again. Ce qui est sous-entendu derrière, c'est que aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus le pays d'antan. Comme si c'était aujourd'hui un peu Mad Max et que les gens étaient en train de mourir de faim dans la rue. Enfin, non, les États-Unis n'ont jamais été aussi riches. Oui, il y a un problème de croissance structurelle. On peut parler du fait que la croissance structurelle, euh, euh, elle est faible. On peut parler, il y a des problèmes à la marge. Il y a un problème d'accès à la santé. Il y a un problème d'accès à l'éducation. Il y a des problèmes à la marge. Il y a un problème de taux d'emploi qui est faible. Mais dire que les États-Unis aujourd'hui sont moins bien qu'avant, on est encore dans cette rhétorique réactionnaire qui fait que du coup, il marche quand même à droite. Il va puiser chez les réactionnaires, il va puiser chez les conservateurs qui croient que les États-Unis ne sont pas aussi bien en termes de culture, en termes d'économie que ce qu'ils ont été. Et ce qui est dommage, c'est que Donald Trump, c'est pas quelqu'un de très intelligent dans le sens politique du terme. C'est pas quelqu'un qui a une logique intellectuelle qui est bien formulée derrière. Vous regardez un peu, c'est Ben Shapiro, qui est un commentateur conservateur américain, a dit que le conservatisme, c'est pas sa langue native, c'est pas sa langue natale, c'est quelque chose qu'il a appris. Et on le sent parce que ce qu'il dit, des fois, c'est quand même très à côté de la plaque. C'est difficile de vraiment suivre sa logique. Donald Trump, c'est pas un vrai républicain, entre guillemets. C'est toujours quelqu'un qui la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne serait pas un peu quand même démocrate sur les bords? C'est quelqu'un qui a défendu, qui défend aujourd'hui les gays, c'est quelqu'un qui défend aujourd'hui un accès universel à la santé, etc. Basé sur le modèle plus démocrate. Euh, c'est pas quelqu'un qui a un corpus idéologique qui est clairement défini. C'est pas quelqu'un qui est intelligent dans ce sens où c'est pas quelqu'un qui a vraiment une pensée politique réfléchie. Et c'est quelqu'un qui c'est un populiste. Il va juste dire ce que la population a envie d'entendre. Et moi, j'aime bien un peu comparer Donald Trump. Il me donne l'impression, Donald Trump, c'est un peu, pour donner une analogie, c'est un peu comme, imaginez que vous avez un enfant de 4 ans, d'accord, face à une casserole d'huile bouillante. Donald Trump est la casserole d'huile bouillante dans cette analogie. Et vous dites au gosse, non, 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 touche pas, c'est bouillant, tu vas te brûler. Et le gosse, il continue de s'approcher de la casserole. Non, 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 va pas toucher, tu vas te brûler. Et vous insistez, et puis à chaque fois, vous l'attrapez, mais non, il y retourne, il veut vraiment voir à ce que ça brûle. Et moi, personnellement, à un moment donné, j'ai envie de prendre du recul et dire, bah vas-y, j'ai envie de prendre la main du gosse et lui foutre dans l'huile. Vas-y, ça fait 20 fois que je te dis de pas le faire, et tu vas le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que
peut-être que c'est ce que l'Amérique a besoin. Peut-être qu'aujourd'hui, l'Amérique, elle a besoin d'un Donald Trump pour se rendre compte que ses idées sont mauvaises. Pour se rendre compte que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Peut-être que c'est ce que dont l'Amérique a besoin. Aujourd'hui, si on regarde les sondages, a priori, c'est pas lui qui va gagner. Mais pour convaincre une bonne fois pour toutes que non, construire un mur, limiter le libre-échange, j'essaye d'expliquer constamment pourquoi est-ce que ce sont des bonnes idées. Pas que moi. Je veux dire, c'est ce que disent les économistes, c'est ce que disent les commentateurs. Sont des choses qui sont bonnes pour l'économie. Quand on comprend, pour les gens qui comprennent l'économie en tout cas. Et il faut quelqu'un qui ait vraiment un fondement idéologique derrière son programme, ce qui n'est pas le cas de Donald Trump. Est-ce que c'est pas ce dont l'électorat américain a besoin à un moment donné, pour se rendre compte que non, c'est pas bon, ça ne marche pas. C'était Emmanuel pour un épisode spécial de Free Lunch intégralement consacré aux élections américaines. Comme d'habitude, je vous invite à me retrouver sur pratiquement toutes les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, YouTube, iTunes, etc., SoundCloud. Si vous avez des commentaires ou une question, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour retrouver un épisode spécial, cette fois-ci sur Hillary Clinton. Au revoir.